Dr Benjamin et moi-même avons le plaisir de vous inviter à participer à cet atelier. Et donc, pour ce faire, on vous demanderait de saisir le terme exploration fonctionnelle 178 comme username sur l'application Pool Everywhere. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Docteur Tuck, est-ce que vous pouvez nous aider en regardant les réponses sur le chat, peut-être? Ils n'ont pas répondu, mais je pense que c'est bon parce que depuis ce matin, j'ai mis l'application et l'username, donc j'ai répondu à tout. D'accord. Ça va, on peut commencer. Ok, parfait. Donc, au fait, on va vous proposer une première plaque. Donc, il s'agit de Salma qui a 15 ans et qui a fait une première crise tonico-clonique généralisée. Donc, voici sa plaque. Donc, on vous laisse le temps de la voir, de l'analyser un petit peu pour ensuite vous poser le QCN, un petit QCN dessus. Donc, voilà. Je pense que vous avez eu le temps de regarder un petit peu cette plaque et de l'analyser. Donc, voici le QCM. Et donc là, normalement, vous pouvez intervenir sur l'application Pool Everywhere. Donc, voilà, sur cette plaque, donc, on vous a montré, la réponse A, c'est il y avait des bouffées de polypointonte généralisées intercritiques. La réponse B, c'est qu'il y a un pattern de spasme. La réponse C, c'est qu'il y a une myoclonie épileptique. La réponse D, c'est qu'il y a une myoclonie d'endormissement. Et puis la réponse E, c'est qu'il y a des rythmes rapides diffus. Donc, on vous laisse répondre. Donc, jusque-là, j'ai eu 7 réponses. 7 personnes ont participé. Voilà, ça commence à augmenter. Donc, voilà. Donc, je vous donne les réponses qui sont en train d'évoluer, au fait. Donc, voilà, ça a l'air d'être assez, finalement, indécis. Est-ce qu'il s'agit de bouffées de polypointonte généralisées intercritiques, plutôt de myoclonie épileptique? Et donc, je pense que là, ça commence à plancher vers une myoclonie épileptique, non? Donc, on va essayer de voir, de trouver la réponse ensemble en regardant on va essayer de l'interpréter. Donc, la première chose à voir, c'est que vous avez vu qu'il y avait une bouffée de pointe polypointe onde. Je pense que là, c'est assez clair pour tout le monde. Par contre, ce qui a été un petit peu moins clair, je pense, donc là, c'est la bouffée de polypointe onde, et vous voyez là l'onde lente qui va suivre et le ralentissement qui va suivre. Donc, au fait, ce qu'il faut regarder, c'est les chaînes EMG. Et vous voyez ici, vous avez un EMG sur les deux deltoïdes. Et donc, sur cette chaîne EMG, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a eu une contraction brusque des deux deltoïdes qui a au fait fait suite à la polypointe onde. Donc, elle vient après les anomalies EEG. Et donc, de cette manière, en fait, on a une myoclonie épileptique. Donc là, il faut vraiment être vigilant quand vous interprétez votre EEG parce que vous ne faites pas forcément passer la vidéo à tous les instants. Donc, il faut savoir justement repérer sur les chaînes EMG les événements qui peuvent être critiques. Et il faut avoir aussi le réflexe que lorsque vous n'avez pas justement de polygraphie, c'est que lorsque vous allez avoir une bouffée d'anomalies sur l'EEG qui peuvent être critiques, ben, il faut toujours avoir le réflexe de regarder la vidéo en parallèle. Et puis là, vous aviez un petit pattern au fait de spasme, mais là, ce petit pattern de spasme sur les chaînes EMG, au fait, il n'était pas accompagné d'une modification justement du tracé. Et donc là, ce n'est absolument pas épileptique et c'est tout simplement un mouvement volontaire qui a suivi la myoclonie.
Donc, voilà. Donc, pour illustrer ça, donc on partage avec vous ce qui s'est passé, en fait, durant cette crise. Alors là, pardon. Par contre, je n'arrive pas à faire fonctionner ma vidéo. C'est pas grave, ce sont Zoueri, donc si on peut... Voilà, la vidéo va fonctionner. Donc là, vous voyez la patiente. Et tout à coup, lorsqu'on va avoir ces décharges, vous voyez la myoclonie qu'a présenté la patiente. Donc, docteur Bechma, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est bon, juste que la vidéo s'est défilée un peu de façon fragmentée, donc on n'a pas pu bien voir la myoclonie. Mais bon, on avance. D'accord. Et donc là, je pense qu'on a partagé un petit peu la même plaque que Dr Bensir, mais comme on dit, donc là, vous voyez que sur le plan EMG pour la myoclonie, au fait, on va avoir des décharges qui sont extrêmement brefs, donc une contraction brève, et qui vont au fait faire suite aux anomalies qu'on va retrouver au niveau de l'EEG. Et donc, ces myoclonies vont se refléter par ces petites contractions brèves sur l'EMG. Alors que lorsque vous allez avoir un spasme, vous allez avoir au fait, un pattern qui est losangique, donc on va avoir une contraction qui va augmenter crescendo, puis décrescendo, et ce pattern losangique sur l'EMG, il va faire suite justement à des anomalies au niveau de l'EEG, donc c'est généralement un complexe lent de grande amplitude qui peut être suivi d'un aplatissement ou surchargé de rythme rapide. Donc, lorsque vous allez avoir un pattern de spasme sur l'EEG, il va comprendre ces trois éléments ou un de ces trois, une association de ces trois éléments, donc dans un sens ou dans l'autre. Alors que pour la crise tonique, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir une contraction qui est beaucoup plus prolongée, qui ne va pas avoir cet aspect crescendo-décrescendo et qui va durer dans le temps et qui va au fait faire suite au rythme rapide qui vont se voir, à l'aplatissement qui va se voir sur notre EEG. Et donc là, en fait, on va passer à un autre patient. Donc, c'est Yahya qui a 3 mois et qui est suivi, qui a été vu pour des épisodes de sursaut. Donc là, je vous invite à voir cette EEG, à essayer de l'interpréter et de voir ce qu'on peut voir dessus pour ensuite en débriefer ensemble. Donc, je vous laisse l'interpréter, la plaque. Peut-être, docteur Zoueli, vous pouvez passer aux propositions, comme ça on va un peu orienter. D'accord. Donc, tout de suite, voici les propositions. Donc, la proposition A, c'est qu'il y a une différenciation antéro-postérieure qui est nette. La proposition B, c'est qu'il y a des anomalies qui sont multifocales. Donc, la proposition C, qu'il y a des surcharges d'ondes lentes. La proposition D, c'est que c'est un tracé qui est hypsarythmique. Je pense que c'est un peu plus complexe, là. Est-ce que vous avez besoin de revoir la plaque en grand? Si vous voulez, on peut revenir en arrière pour vous la montrer un peu plus longuement. Zoueri, la réponse c'est D. Oui. D'accord. La réponse c'est D. Oui. Vous avez décidé. Que j'ai eu sur la plateforme, c'est pas moi. D'accord. Là, il y a des anomalies multifocales. C'est pas qu'une seule réponse qui est correcte, hein, en fait. Oui. D'ailleurs, docteur Benjamin, je vous laisse débriefer, peut-être. On attend encore un petit peu ou on débriefe? On débriefe. Donc, c'est un tracé donc, de veille. On note qu'il y a une synchronisation qui n'est pas habituellement retrouvée
au cours donc, de la veille. Donc, la synchronisation, on la retrouve plutôt au cours donc, de l'enregistrement du sommeil lent. Donc, peut-être que ça vous paraît évident, mais si on revient à la définition classique de l'hypsarythmie, la désorganisation et l'asymétrie interhémisphérique n'est pas vraiment visible sur ce tracé. Mais reste que c'est vrai que la différenciation antéro-postérieure n'est pas bonne et qu'il y a des anomalies intercritiques un peu enfuies donc, au niveau donc, des ondes lentes. Donc, il y a un foyer, là, je pense c'est temporal, donc c'est temporo-occipital droit. Il y a un deuxième foyer, si vous pouvez avancer, donc l'animation Dr Zueri, un foyer, je pense, temporal, gauche, et un foyer central gauche. Donc, on peut dire là qu'il y a des anomalies multifocales, le fait qu'elles vont toucher différentes donc, régions de chaque hémisphère et de manière indépendante. Donc, en plus, on peut dire aussi que c'est un tracé qui est quand même surchargé en ondes lentes pour un EEG de veille. OK? Donc, à part la réponse D, il y a la réponse, je ne vois plus donc, les propositions. Donc, les anomalies multifocales, lui, il y en a. Et il y a une surcharge donc, d'ondes lentes. Voilà. Il n'y avait pas une bonne différenciation antéro-postérieure. Et est-ce que c'est un tracé hypsarythmique alors de Oui, je pense que bon, c'est l'hypsarythmie, mais ce n'est pas la forme qu'on est habitué à voir. Donc, ce n'est pas la forme classique. Alors, on avance. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est le jet de sommeil. Donc, on vous laisse un petit peu voir les planches, les analyser un petit peu. Enfin, la planche. Voici les propositions. Donc, au fait, sur ce tracé, pour la proposition A, il y a des fuseaux de sommeil. B, c'est un tracé de suppression burst. C, il y a des complexes K. D, présence de rythmes rapides centraux gauche. Et E, c'est les cristoniques. Il y a une cristonique. Il y a une cristonique. Alors, sur la plateforme, il y a le B, le AC, le C. C'est mitigé. Hein? Voilà. C'est très mitigé. Donc, je pense que Dr Benjber va pouvoir les éclairer. Oui, donc vous voyez très bien que analyser un tracé d'hypsarythmie n'est pas chose évidente et ce n'est pas évident d'avoir plutôt un accord inter-électrophysiologiste ou EEGiste sur la détermination donc, des anomalies ou des anomalies plutôt physiologiques. Donc, je commence par ce qui est physiologique. Donc, on voit très bien que vous avez raison. Donc, au niveau donc, des régions centrales, on voit qu'il y a donc des fuseaux de sommeil, donc des fuseaux de sommeil qui paraissent mieux dessinés en regard donc, de l'hémisphère gauche. Et on voit donc des anomalies initialement vues au cours de l'EEG de veille au niveau donc, de la région temporo-occipitale droite qui vont être plus diffuses, vu le fait de la synchronisation de la boucle thalamo-corticale et devenir diffuse au niveau donc, des deux hémisphères. Donc, ce n'est pas des complexes cas. Donc, c'est plutôt des anomalies riches, ce sont donc des décharges riches en anomalies épileptiques. Pour le suppression burst, peut-être on peut dire qu'on a des bursts parce que c'est des anomalies épileptiques, mais la suppression qui est un hypovoltage, je ne pense pas que c'est des hypovoltages. Donc, ce n'est pas un tracé donc, de suppression burst. Alors, c'est bon pour toutes les propositions. On a pu répondre à tout. Donc là, il y a une grande question, c'est un oui ou non. Est-ce que la présence de fuseaux de sommeil ne permet pas de retenir le pattern d'hypsarythmie, en sachant que c'est une désorganisation totale du tracé?
Donc, je vois très bien que la majorité sont plutôt contre. Donc, le fait que c'est vrai, il faut savoir qu'il n'y a pas de… donc, il n'y a pas jusque-là dans les études, donc il n'y a pas de corrélation nette entre le fait d'avoir l'hypsarythmie nécessite l'absence donc de fuseau de sommeil. Non, il y a des encéphalopathies épileptiques qui sont sévères et qui vont s'associer à des fuseaux de sommeil qui vont persister même avec l'évolution. Donc là, je mets cette plaque, c'est juste pour vous dire qu'il y a un article qui a paru récemment, il y a eu une ancienne version donc, de B-Score donc, de 2015 avec une nouvelle version. Docteur Douel, vous pouvez remettre donc, la diapo précédente. Et il y a une nouvelle version parue en 2021, c'est pour améliorer donc l'interprétation des tracés intercritiques au cours des spasmes infantiles. Donc, pour le diagnostic définitif d'un tracé intercritique, entre guillemets, l'hypsarythmie, au cours des spasmes, des syndromes des spasmes infantiles, on voit très bien que ce sont les anomalies multifocales qui vont être supérieures à 50% donc d'une époque, qui vont permettre le diagnostic définitif du syndrome donc, de l'hypsarythmie au cours du syndrome des spasmes infantiles. Donc, on voit très bien que les anomalies multifocales, elles ont pris donc, le devant sur la désorganisation et les ondes lentes. Alors que le diagnostic serait probable si on a donc des anomalies, mais pas très abondantes, qui seront inférieures à 50%, associées à des ondes lentes, ou s'il n'y a pas donc les deux critères, anomalies multifocales et les ondes lentes, il y a deux nouvelles notions qui ont été introduites récemment par Mitiger. Ce sont les pointes multifocales groupées et les hypovoltages. Je passe à la diapo. Donc, pour l'analyse donc, des ondes lentes, s'il vous plaît, il ne faut pas prendre en compte les chaînes occipitales. Parce que, comme donc, je l'ai déjà dit lors donc, de ma présentation sur la maturation de l'EEG, donc les petits, durant la première année, ils vont avoir beaucoup d'ondes lentes, précurseurs donc, de l'activité donc, de fond au niveau donc, des régions occipitales. Donc, ne prenez pas en compte les ondes lentes retrouvées au niveau des chaînes occipitales. Puis après, donc, il y a une autre notion, donc c'est le seuil d'amplitude. Donc, en général, une onde lente, c'est une onde qui est supérieure à 200-300 microvolts. Donc, pour les régions frontales, frontopolaires et centrales, c'est supérieur à 200 microvolts. Et pour les régions temporales, c'est 300 microvolts. Donc, il y a vraiment une distinction donc, des amplitudes en fonction de la topographie. Il y a aussi, donc, comme j'ai dit, donc, la notion d'atténuation et les pointes multifocales groupées. Et on voit que le terme hypsarythmie, donc avant Dr. Douel, donc c'est bon, il commence à être abandonné pour parler d'un tracé intercritique d'une encéphalopathie épileptique associée au spasme épileptique. Je pense que j'ai tout dit. Donc là, c'est pour vous montrer le seuil donc, des amplitudes. Donc, s'il vous plaît, donc l'animation, elle ne marche pas, donc c'est dommage. Donc, vous voyez très bien qu'en vert, ce sont les régions frontopolaires, frontales et centrales qu'on va tolérer une amplitude supérieure à 200, une amplitude supérieure à 300 pour les chaînes temporales, et il faut exclure la région du vertex et les chaînes pariéto-occipitales dans l'interprétation des ondes lentes. OK? Et puis, pour les anomalies multifocales groupées, avant, on prenait que les anomalies multifocales avec 3 foyers distincts touchant les 3 hémisphères. Maintenant, on est plus tolérant, donc il faut être plus strict dans le diagnostic de l'hypsarythmie. Donc, on peut tolérer jusqu'à 2 foyers touchant donc les 2 hémisphères avec la ligne médiane incluse, ou 3 foyers au niveau donc des 2 hémisphères, mais avec la ligne médiane qui est incluse, qui était avant excluse. Pour les atténuations, il y a un pattern qui est fréquemment retrouvé au cours d'encéphalopathie épileptique. Donc, on le voit très souvent chez nos patients et on n'arrive pas à l'interpréter. Donc, c'est un hypovoltage donc diffus qui est en général bref, d'une durée moyenne de 1 seconde, mais qui peut être plus prolongé et qui en général fait suite à une décharge épileptique. Donc, voilà, donc je vous invite à lire donc, le nouveau article, bon, assez nouveau, on va dire, de Mitiger, qui va permettre d'affiner l'interprétation du tracé intercritique d'encéphalopathie épileptique avec spasme épileptique. Voilà, donc je pense que c'est bon. Voilà. Là, on voit donc la vidéo. Voilà. Comme quoi, pour finir
en beauté. On va se demander quel type de crise il va avoir. Et donc, voilà. Hop. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à les voir? Ce sont des spasmes épileptiques avec un pattern électromyographique et électrique à l'EEG, donc qui sont bien nets et qui sont venus en salve. Mais en fait, on a une question là-dessus, docteur Benjima. Moi, je ne la vois pas. Eh bien, après, la ok. vidéo. Ah, ok. Donc, voilà. Voilà. Je pense qu'on peut vous donner la... Ah, pardon. Voilà. Non, je suis désolée. C'était tellement évident que... Voilà. Exactement. Donc là, je pense, c'est voilà. bon. Vous avez la réponse. Bon, il y a des spasmes toniques qui arrivent, des crises toniques. Justement, une petite notion sur les spasmes toniques, ça dure un peu plus longtemps que les spasmes. Ça, c'est un spasme bref. Et puis l'EMG, s'il vous plaît, fermez votre micro. Sur le plan EMG, c'est un spasme, mais non pas un pattern de spasme tonique. Il n'y a pas cette prolongation. Donc, si vous pouvez remettre à l'EEG vidéo sur l'EEG et sur l'EMG, là, le spasme tonique. Oui, tout à fait. Donc, voilà ce qu'on a. On a mis une plaque. Donc, pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait. Donc là, voilà, on a un pattern de spasme qui est même asymétrique, au fait. Vous voyez bien sur la chaîne EMG comme quoi là, il y a une asymétrie entre le côté droit et gauche. Là, on a un deuxième spasme. Et là, au fait, on a une contraction qui est quand même, qui dure un petit peu, qui est un peu prolongée, avec un pattern qui est un peu losangique. Oui. Ça peut prêter à confusion pour ce pattern, mais le reste, oui. non. Exactement. Spasme tonique, oui. Tout à fait. Je pense que c'est... On a atteint la fin. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Zouir et Dr. Benja, pour cette... Merci à vous, Dr. Triki. Oui, tout à fait. Merci à toutes les personnes qui ont assisté.